Merci de rester fidèle à FM Télévision et bienvenue dans ce nouveau numéro de plateau spécial au personnage. Ah oui, nous insistons sur le concept au personnage parce que c'est une émission produite par FM Télévision et elle reçoit uniquement des hommes et des femmes qui se distinguent dans leur parcours. C'est une émission co-présentée par moi-même, Ruth Dinanzei. Il y a également Patrick Ngouo. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth. Cathy aussi, salut. Salut Ruth, comment ça va? Ça va très bien et toi? Je vais très bien, merci. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir un digne fils de la République démocratique du Congo qui s'est démarqué de façon excellente dans son parcours. Il s'agit de l'honorable bâtonnier Tarcisse Matadi-Wamba. Bonsoir, honorable. Madame, bonsoir. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau spécial au personnage. Bien, merci. Je suis flatté de l'honneur que FM me fait. Oui. Merci. Honorable Tarcisse Matadi-Wamba, oui. Kambamutu, oui. Votre nom semble sortir de l'ordinaire. D'abord, comment le prononcez-vous? Ensuite, a-t-il une signification dans votre espace culturel? Ah, bon, au village, c'est Matadi-Wamba. Il faut allonger le A, Matadi-Wamba. Et je l'écris en un mot, n'est-ce pas? Et il signifie quoi? Matadi, c'est Pierre, Wamba. C'est une rivière, un fleuve qui prend sa source en Angola, comme le Kwango, comme le Kwilu, comme pas mal de rivières de notre pays, le Kasaï. Leur source est en Angola. Et la Wamba a la source en Angola. Mon nom, donc, c'est Matadi Pierre Wamba, la paix en Lunda. Matadi Wamba, voilà. Et Kambamutu, c'est le post-nom que j'ai ajouté avec l'authenticité, n'est-ce pas? Et quand je suis parti un jour à la source au Katanga, vous savez, votre nom, Kambamutu, c'est Kamba, Kambil, Kamukwaumut. Voilà, donc il y a une signification. Si on vous dit quelque chose, dites-le à autrui. Kamba, Kambil, Kamukwaumut, c'est ça, c'est en Lunda, oui. Bon, voilà. Ok, on peut dire que vous êtes à ce jour à l'apogée de votre vie. Vous avez été enseignant, formateur, vous êtes homme politique, homme de culture, auteur, écrivain et j'en passe. Mais vous êtes également avocat. Comment considérez-vous votre parcours? Ben, vous venez de l'énumérer, madame. J'ai enseigné, c'est vrai, en secondaire, l'école secondaire, quand j'étais à l'université pendant les vacances. Les missionnaires m'utilisaient pour enseigner les plus jeunes. Et plus tard, quand j'ai terminé mes études à l'université Lovanium en 68, j'ai eu à enseigner au CIDEP. Le CIDEP qui a changé de nom aujourd'hui, c'est le centre interdisciplinaire, n'est-ce pas? J'enseignais le droit pénal et puis bon, les barreaux. Les barreaux étant une passion pour moi, étant la raison de vivre pour moi, le barreau m'a pris tout le temps, à tel point que, bon, j'ai délaissé l'enseignement et tout le reste. En 1977, je suis entré en politique comme commissaire du peuple, député. Parce qu'à l'époque, je disais aux gens, voilà, moi, j'ai fait des démarches pour vous. C'était d'ailleurs le thème de ma campagne. Mais je suis un homme avec un seul pied comme avocat. Alors, si vous m'élisez député, vous me donnerez un deuxième pied et je vais marcher normalement pour faire vos démarches avec suffisamment de succès. Voilà donc pourquoi je suis devenu député depuis 1977 à ce jour. Député, je me suis fait remarquer par des interpellations à l'époque. J'ai été appelé au gouvernement en 1980. Je suis resté au gouvernement sous deux premiers ministres, Boboliko et Ntsinga, d'heureuse mémoire.
Plus tard, en 90, j'ai été rappelé au gouvernement avec Gouze à Carlibond pour la réforme institutionnelle. Donc j'ai connu en peu de temps 3 premiers ministres dont j'ai apprécié le comportement et tout. Mais jamais, alors jamais, je me suis détaché de mon cabinet. À l'époque, il y avait plusieurs remaniements sous le maréchal Mobutu. Pratiquement tous les 6 mois, il y avait un remaniement. Mais alors, il y a un remaniement, le lendemain, j'enfile ma toge pour comparer devant les tribunaux. Donc, mon parcours est celui-là, le métier d'avocat, par goût, pour la défense des faibles, pour la défense des bonnes causes, et même des mauvaises aussi, hein, quitte à dire aux juges, bon, regardez, à tout péché, miséricorde, n'est-ce pas? Donc, je crois que si vous me demandez comment j'apprécie mon parcours, c'est la défense. Comme avocat, et avec un pied en politique, député national, plus ou moins complet pour une défense efficace. Vraiment honorable, nous allons nous entretenir avec vous sur quelques aspects émergents de votre parcours. Nous allons parler du métier d'avocat. J'accorde la parole à Patrick pour entamer cette série de questions. Oui, honorable bâtonnier, bonsoir. Bonsoir. Alors, justement, j'ai quelques questions sur votre profession. En tant qu'avocat, vous avez été au service du barreau. Vous êtes actuellement bâtonnier national. Pour commencer, pourquoi désigne-t-on le bâtonnier par le terme monsieur et non maître, alors que les avocats ont plutôt tendance à préférer voilà, cette qualité de maître? Ah, pourquoi les avocats aiment qu'on les appelle maîtres? Justement. Et pourquoi on dit le bâtonnier, monsieur le bâtonnier? Mais quand on dit monsieur le bâtonnier, c'est que c'est normal. On rentre à la normale. L'usage républicain, l'usage citoyen veut que on s'appelle monsieur, madame. L'avocat ne fait pas exception. Mais monsieur qui est avocat, la loi demande qu'à l'audience on l'appelle maître. Le tribunal, les magistrats doivent l'appeler maître. Ses confrères avec lesquels il croise, n'est-ce pas, les mines, les arguments, doivent l'appeler aussi maître. Tout le monde à l'audience, donc c'est seulement à l'audience que l'avocat doit être appelé maître. En dehors de ça, il est monsieur, il est madame. Alors nous avons un usage, je dirais, abusif au Congo, c'est d'appeler les avocats maître. On viole la loi, en le faisant, on viole la loi. Bon, on ne viole pas la loi proprement parlant, mais la loi dit qu'à l'audience, l'avocat est appelé maître. En dehors de cela, la loi n'interdit pas qu'on puisse l'appeler maître. Et alors, mais ça flatte l'avocat lorsque partout on lui sert du maître, hein, maître. Et voilà, bon, je crois que personne ne va exiger qu'on l'appelle maître. Hein. Mais moi, je vous indique le cadre normal, c'est qu'à l'audience, maître. En dehors, et pourquoi le bâtonnier est appelé monsieur, justement, le bâtonnier, plutôt que maître le bâtonnier, oui. Ça serait un doublé. Un doublé. Parce que bâtonnier, c'est déjà avocat. Sous-entendu avocat. Mais qui a la charge de conduire le barreau. Celui qui tient le bâton et qui conduit les troupeaux ou les membres. Avocats, oui. Hein, donc c'est pour cela qu'on l'appelle bâtonnier, comme pasteur qui a une crosse, n'est-ce pas, hein? Oui. Et au barreau, c'est celui qui a les bâtons et que l'on nomme bâtonnier. Alors, on ne va pas l'appeler bâtonnier, maître ou maître bâtonnier, parce que quand vous dites déjà bâtonnier, ben, il conduit un barreau. Et quand vous dites bâtonnier national, c'est dans la loi. Bâtonnier national, c'est celui qui conduit tous les barreaux du pays.
D'accord. Tous les barreaux qui forment une fédération. Justement. Voilà, oui. Alors après ces précisions, on peut vous appeler Monsieur le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier. Matadiouama. Alors, Oui, oui. quelle perception avez-vous actuellement de la profession d'avocat? Quelle perception? Oui. La même. Quelle perception? C'est un métier de service, c'est un métier d'utilité publique, n'est-ce pas? La profession d'avocat existe pour un service public rendu par des particuliers, n'est-ce pas, que sont les membres du barreau, que sont les avocats, et particuliers qui fonctionnent en vertu d'une loi. C'est la loi sur les barreaux qui indique les conditions d'admission au barreau, les conditions d'exercice, les conditions de la discipline et tout cela dans ce cadre-là. Donc, l'avocat est appelé à exercer son ministère, le ministère de service pour autrui, le ministère de service pour ceux qui sont en difficulté, les faibles, n'est-ce pas? Et naturellement pour tout le monde. Voilà. Alors, comment présentez-vous votre auto-évaluation en tant que bâtonnier national à ce jour? Mon auto-évaluation. Oui. Ouais. Est-ce que vous voulez dire par comment vous évaluez le travail que vous avez abattu jusque-là en votre qualité de bâtonnier? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez produit comme travail durant tout ce temps? Ah. Je suis à la tête de l'Ordre national des avocats. Je dirais que c'est tous les barreaux du pays. Aujourd'hui, nous en avons 25, parce que 25 ou 26 précisément, parce que la loi dit qu'à chaque cour d'appel, il y a un barreau. Et comme nous avons 25 provinces, n'est-ce pas? Donc, 25 barreaux. La ville de Kinshasa en a 2, Matete et Gombe. Vous ajoutez le barreau près la Cour de cassation et le Conseil d'État. Nous avons donc au moins 26 barreaux dans le pays. Et ces barreaux sont fédérés et ils ont à leur tête un bâtonnier national qui préside le Conseil national de l'Ordre des avocats, comprenant 9 membres, pour veiller aux intérêts de la corporation, de tous les barreaux de chaque avocat. C'est l'Ordre national des avocats qui a pour président le bâtonnier national, lequel est élu par l'ensemble de tous les barreaux. Donc, c'est cet organe-là, c'est cette structure-là qui coordonne, qui gère, qui veille aux intérêts de la profession. Alors, moi, je suis devenu bâtonnier national en 1988, à l'arrivée de l'AFDL. J'ai fait 2 mandats, 1988-2004, je suis parti. Parce que je ne voulais pas faire un 3e, un 4e mandat. La loi ne l'interdit pas, mais ça pèse. Et j'estimais que d'autres confrères pouvaient me relayer. Je suis parti après 2 mandats. 1998-2004. Oui. 2 mandats de 3 ans chacun. 6 ans après, donc je suis parti. Un autre m'a relayé, Ndoudi, qui vient de mourir. Il a fait un mandat. Après Ndoudi, un autre est venu, Mouimbié, qui a fait 2 mandats lui aussi. Malheureusement, il vient de mourir. Et il est parti en 2014, c'est-à-dire 10 ans après mon départ, en 2004. J'ai eu des appels de confrères, de
Ils disaient non, il faut revenir, les barreaux ceci, les barreaux, il faut revenir, la discipline, la discipline. Ce qui fait que, après 10 ans de mon départ, j'ai dit revenir pour de nouveau diriger le barreau. 2014, je suis fin mandat, parce que le mandat est de 3 ans, j'ai fait 2 mandats. Et n'eût été le Covid, je ne serais pas bâtonnier national, j'aurais déjà organisé l'élection que je viens de projeter pour mars. Donc en principe, au mois de mars, si nous pouvons nous réunir au niveau de tout le barreau du pays, je vais céder les bâtons à un autre confrère pour conduire notre corporation. Mais l'appréciation, votre bilan, vous le présentez comment? Merci beaucoup. Comment je peux apprécier, en d'autres termes... Parce que vous avez dit que vos confrères, justement, vous ont demandé de revenir, voilà, parce qu'il fallait rétablir la discipline. Ils m'ont soufflé, soufflé de revenir et tout ça pour la discipline. C'est exact. On aime dire, hein, et je crois que c'est vrai, ce sont les Chinois, le poisson pourri par la tête. N'est-ce pas? La tête doit être au-dessus de tout soupçon pour que les autres membres puissent vous suivre facilement. Si vous ne donnez pas l'exemple, si vous n'êtes pas l'exemple, vous serez suivi difficilement. Vous ne saurez pas sanctionner ce qu'il faut sanctionner. Parce que vous aurez des entraves, des natures morales, des natures ceci et cela. Donc, sans être sans soupçon, il faut à tout le moins ne pas en donner la preuve. Je suis donc revenu pour la discipline et qui marche. Et nous sanctionnons au sein du barreau. Sanctionnons par des radiations, par ceci, par cela, d'autres sanctions. Mais le nombre est tel que le cadre du travail est tel qu'on ne sait pas tout sanctionner parce que on n'est pas au courant de tous les débordements, de tous les manquements que les avocats commettent. Il faut que on les porte à votre connaissance pour pouvoir sanctionner. Sinon, à part cela, le Conseil national de l'ordre a mission de légiférer pour la profession. Légiférer, c'est-à-dire prendre des décisions obligatoires, n'est-ce pas, pour tous les membres, des décisions pour faire marcher la machine. Sous mon mandat de bâtonnier national, je me rappellerai, et ça restera dans l'histoire, de quelques décisions. J'en donnais. Mais si vous regardez la loi actuelle, parce qu'elle a été changée au Parlement, nous en parlerons, mais la loi de 1979, quels sont les diplômes qui donnent accès à la profession d'avocat? Ce sont les diplômes délivrés par l'UNASA, c'est-à-dire l'Université nationale du Zaïre du Congo, et de l'ENDA. L'ENDA qui n'existe plus, non. L'ENDA, l'École nationale de droit et de l'administration, ou un diplôme d'une université étrangère. Voilà le seul diplôme qui vous ouvre l'accès au barreau. Diplôme de l'Université nationale du Congo, campus Kinshasa, campus Lubumbashi,
diplôme ex-ENDA, l'ENDA n'existe plus, mais les élèves qui ont été formés là-bas, ils en existent encore, ou un diplôme d'une université étrangère. Mais en attendant, en 1986, a été votée une loi sur l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, en vertu de cette loi, des universités ont été créées. Les universités qui ne sont pas l'Université nationale du Congo. Et ces universités, vous voyez, comme l'UPC et comme d'autres, ont formé des juristes. Est-ce que ces juristes-là, qui ne sont pas de l'Université nationale du Congo, qui ne sont pas des universités étrangères, qui ne sont pas de l'ex-ENDA, est-ce qu'ils sont admissibles à la profession d'avocat? Il y a eu des interprétations en sens divers. Les légalistes, entre guillemets, disaient non, on doit s'en tenir au diplôme énuméré par la loi de 79. D'autres disaient, mais oui, mais les diplômés en vertu de la loi de 1986, qui est une loi postérieure à 1979, ben, ils existent aussi en vertu de la loi, donc on doit pouvoir les admettre. Le Conseil national de l'ordre, sous ma présidence, a dû prendre un règlement pour admettre ces diplômés-là. Et c'est ainsi que on compte aujourd'hui parmi les avocats les diplômés des universités privées. Il y a une autre décision que nous avons prise sous ma présidence, c'est en matière d'honoraires. En matière d'honoraires, la loi dit que c'est le client qui a le droit de saisir le Conseil national de l'ordre en cas de conflit entre un client et son avocat. Seul le client, s'il n'y a pas conciliation, est autorisé à saisir le Conseil national de l'ordre. Nous sommes intervenus sous ma présidence pour dire oui, mais d'accord. Et si le client a intérêt à ne pas saisir le Conseil national de l'ordre, que deviendront les honoraires de l'avocat? Nous avons donc dû prendre un règlement pour que l'avocat puisse être mis à égalité comme le client et donc avoir droit à saisir le Conseil national de l'ordre. Il y a donc des décisions comme ça, plusieurs en matière de peine. En matière de peine. Vraiment, honorable Tarsis, nous poursuivons cette série de questions sur le métier d'avocat, cette fois-ci avec Maman Cathy. Oui. Oui, chers consoeurs, les questions, les préoccupations ne peuvent pas manquer. Vraiment. Surtout que nous sommes devant un doyen avocat, un doyen, un dinosaure de droit. Il y a une question qui me préoccupe, messieurs les bâtonniers. Et que pensez-vous de l'encadrement de l'avocat par les instances ordinales actuelles? L'encadrement de l'avocat par les instances ordinales actuelles. Oui. Par les instances ordinales, par les organes ordinaux. Eh bien, les organes ordinaux, c'est-à-dire le bâtonnier de l'ordre, c'est-à-dire le conseil de l'ordre, parce qu'à chaque barreau, je vous le rappelle, il y a l'Assemblée générale. Ce sont les membres de ces barreaux-là qui forment l'Assemblée générale. Il y a un bâtonnier qui est au four et au moulin, parce que c'est lui qui ouvre les poursuites, c'est lui qui saisit le Conseil de l'ordre, le Conseil de l'ordre qui est l'Assemblée et le tribunal en même temps des avocats. Donc, l'encadrement des avocats s'est fait à ce niveau-là. D'abord, lors du recrutement. Encore une fois, je reviens
ce que nous avons pris comme décision. Compte tenu du niveau toujours à la descente, niveau d'études, le Conseil national de l'ordre est intervenu pour imposer comme condition d'accès au barreau, pas seulement les diplômes et tout, mais la réussite à un test de recrutement. Ok. Parce qu'il y a des diplômés en droit qui ne sont pas capables d'écrire correctement une phrase de 7-8 mots sans faute. Alors, nous avons imposé un test de recrutement. C'est donc aux organes ordinaux à assurer ces tests-là, qui est un filtre pour que n'arrive pas dans nos rangs de personnes vraiment incapables. Ils ont le diplôme, mais on se demande comment ils l'ont obtenu. Ça, c'est la première mission. L'encadrement par la formation professionnelle des stagiaires. Lorsque quelqu'un arrive au barreau, la loi lui impose 2 ans de stage. Nous avons doublé la durée à 4 ans par voie réglementaire. Et durant cette période, c'est le Conseil de l'ordre avec les bâtonniers qui doivent former les stagiaires. Ce que l'on a appris à la faculté, c'est une chose. Ce que l'on vit dans le métier d'avocat, c'est tout autre chose. Donc il faut que l'avocat soit formé déontologiquement. La déontologie de la profession, on l'apprend au sein de la profession. L'exercice pratique de la profession, on l'apprend dans la profession. Le respect entre avocats, le respect avocat-client, le respect avocat-autorité publique, c'est tout cela que l'on enseigne aux avocats stagiaires. Ça doit se passer donc au sein de chaque barreau. Oui, Patrick, nous poursuivons cette série des questions sur le métier d'avocat. Peut-être quelques dernières préoccupations avec vous. Oui, monsieur le bâtonnier, il existe encore de nos jours parmi les avocats de controverses sur la configuration d'une tauge conforme à la loi, alors que la loi parle de fourrure des léopards devant ponctuer l'hermine. La plupart de tauges arborent une fourrure blanche semblable à de la laine. Qu'en dites-vous? Oui, si vous allez à la loi, effectivement, loi de 79, la fourrure, c'est la fourrure peau de léopard. Oui, justement. 1979, c'est la date de la loi sur les barreaux et c'est la période de l'authenticité. L'authenticité. Et c'est pour cela qu'on a mis dans la loi la fourrure peau de léopard pour différencier l'avocat congolais, zaïrois à l'époque, de ce confrère d'ailleurs qui utilise la fourrure, la laine de l'ours. Bon, c'est de l'apparat, hein. Mais bon, est-ce qu'on a suffisamment de peau de léopard pour garnir nos toges? Je crois qu'on n'en a pas suffisamment. En tout cas, la mienne est conforme à la loi. Vraiment, honorable Tarsis, nous voulons également évoquer quelques aspects liés à la science. Vous avez récemment publié aux éditions Academia L'Harmattan un ouvrage célèbre de 292 pages intitulé « Selon que la jurisprudence ». On remarque dans l'orthographe de cet intitulé que le mot « que » est placé entre parenthèses. Exact. Pourquoi? Ah. Mais ça donne le sens. Pourquoi j'ai mis entre parenthèses le que?
lorsque un avocat prend la parole, il argumente, Oui. il développe son sujet, il donne ses arguments, il se réfère à la loi, il se réfère à la jurisprudence, il se réfère à la coutume, il se réfère aux principes généraux du droit. Il se réfère, l'avocat, à la doctrine aussi. La doctrine, ce sont les auteurs qui ont écrit. Selon tel auteur, selon telle loi, selon la coutume, parce que la coutume est une des sources de droit dans notre pays, selon la jurisprudence. Bien souvent, selon la jurisprudence, et alors il lit la jurisprudence en question. Moi, je n'ai pas voulu intituler mon ouvrage selon la jurisprudence. Pourquoi? Mais parce que la jurisprudence, mesdames, messieurs, bégaye. Elle bégaye. C'est-à-dire? Elle bégaye. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, bon, le matin, la jurisprudence a dit ceci, à midi, elle change, le soir. Alors. C'est comme ça que j'ai intitulé mon ouvrage avec des accolades, ou si vous voulez, une parenthèse. Selon que la jurisprudence. Et le que entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis persuadé, j'ai donné des exemples dans mon livre, la jurisprudence n'est plus stable. La jurisprudence n'est plus constante. Le caractère de la jurisprudence, c'est d'être stable. Pourquoi je peux dire selon la jurisprudence? C'est-à-dire qu'on a jugé tout le temps les cas semblables de cette façon-là. Mais si, comme je vous le disais, de plus en plus, les juges vont dans un sens ou dans un autre, selon les intérêts en présence, je me suis dit, selon que la jurisprudence. Et il y a une exergue dans mon livre, La Fontaine, Jean de La Fontaine. Selon que vous serez petit ou grand, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Selon que vous serez petit ou grand, misérable ou nanti, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Alors c'est comme ça que pour rappeler cette sagesse de Jean de La Fontaine, j'ai intitulé mon ouvrage selon que la jurisprudence. Parce que la jurisprudence bégaye et de plus en plus, et c'est pas bon. Le caractère stable tend à disparaître. Vraiment, Cathy, tu as quelques préoccupations sur la science. Oui, j'ai quelques préoccupations. Honorable Tarsis Matadiwamba Kambamuntu. Oui. Que pensez-vous de l'enseignement du droit actuellement? Ou y a-t-il une différence entre le droit qu'on vous a enseigné et celui qu'on enseigne aujourd'hui? Parce que je pense de l'enseignement du droit, ou de l'enseignement tout court dans notre pays. Oui. Mais l'enseignement décline, madame, décline. Que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, ça plonge. Ça plonge, ça décline. Et nous sommes dans la ville de Kinshasa. La première université en date et en importance, c'est celle qui m'a reçu en 64.
c'est l'université Lovanium. Qu'est-ce qu'il en reste? Des bâtiments. Ces bâtiments qui ont été prévus pour 3000 étudiants, n'est-ce pas? L'université Lovanium, c'était 3000 étudiants. Construite pour cela, pour accueillir 3000 étudiants mariés et célibataires. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus de monde. Hein? On est à plus de 30 000 dans les mêmes bâtiments. Avec des promotions, si je ne m'abuse, de 1000 étudiants. N'est-ce pas? Oui. 1000 étudiants pour suivre un cours. Là où l'auditoire ne peut recevoir que 100 personnes. Alors, comment ces étudiants-là font-ils? Comment le professeur fait-il pour communiquer, pour instruire 1000 étudiants? Comment fait-il pour corriger 1000 copies si c'est par écrit ou même s'il faut les interroger verbalement? Comment il fait? Que donc, déjà, au plan pratique, sans aller à la science qui est dispensée dans ces installations, c'est le déclin. Moi, je me rappellerai, et je rappelle souvent un extrait du discours de Monseigneur Luc Gillon, recteur de l'université, à l'époque 1965, à la rentrée académique. Il a répondu à une préoccupation. On n'avait pas beaucoup de cadres universitaires, le Congo en avait besoin, et Monseigneur Gillon, devant les membres du gouvernement, en tout cas le ministre de l'Éducation nationale et tout, il a dit, bah, écoutez, vous nous demandez, vous, gouvernement congolais, de former des cadres. Mais nous ne pouvons former les cadres qu'en fonction de besoins du pays. Nous ne pouvons former des cadres qu'en fonction de besoins du pays. Pourquoi? Eh bien parce que les diplômes que nous entendons délivrer doivent pouvoir être utilisés partout dans le monde. On doit être des diplômes valables. Mais si nous devons donner des diplômes au rabais, c'est-à-dire produire des diplômés, et que la situation économique du pays ne permet pas d'utiliser ces diplômés-là, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que le diplôme sera évalué. Et Monseigneur Gillon de nous donner l'exemple de l'Égypte, où l'on formait beaucoup. 1966, hein, quand il fait ses discours, il dit, mais voilà, en Égypte aujourd'hui, il y a beaucoup de licenciés en droit qui sont devenus, qui préfèrent faire le chauffeur de taxi. Parce que l'État ne sait pas les utiliser et les payer convenablement. C'est Monseigneur Gillon qui dit ça. Moi, je ne veux pas créer un diplôme, un incident diplomatique. Vraiment. Nous parlons de l'histoire. Vraiment, hein. Ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui, c'est l'Égypte d'il y a 40 ans. Okay. Donc, les diplômés, oui, c'est bon. Les docteurs, c'est bon. S'ils ne sont pas utilisés parce que le contexte économique ne le permet pas, c'est comme si leur diplôme était démonétisé. Honorable, nous allons parler de la politique. Oui. Vous avez brigué un mandat des députés aux dernières législatives. Que vous inspire le système électoral de la République démocratique du Congo? Par notre système électoral. Oui. Mais il est bon. En quoi? Les textes sont bons, à mon sens.
À mon sens, les textes sont bons. 2006, 2011, 2018. La loi électorale à laquelle moi j'ai contribué, elle est bonne. Vraiment, il y a Patrick aussi. Oui. Je continue avec la question Oui. que vous inspire ce système électoral. Où ça ne va pas, c'est Oui. dans l'application. C'est dans l'application. La loi est bien. Comment on l'applique? Pas toujours bien. Et parce que le personnel, dans beaucoup de cas, ceux qui sont là dans les bureaux de vote et tout ça, ne sont pas à la hauteur. Ne savent pas dresser un procès, ne savent pas dresser un procès verbal, pour certains. Pour certains. Et en Belgique, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qu'on envoie dans les bureaux de vote? Ce sont les avocats. Ils sont nombreux. On les envoie là-bas parce qu'ils savent dresser un procès verbal correctement. Correctement. Il faut appliquer la loi telle qu'elle existe. Mais il y a la plupart des membres des bureaux de vote chez nous ici n'ont jamais vu la loi électorale. Donc ils ne l'ont jamais lue. Donc ils ne l'appliquent pas telle qu'elle doit être appliquée. Ça devient, pour certains membres des bureaux de vote, ça devient, si vous voulez, une arrogance ou une injure. Lorsqu'un témoin demande qu'on lui remette sa copie des procès verbal prévu par la loi. Et tu dis, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Mais la loi m'autorise à avoir copie du procès verbal à l'issue des élections. Le président du bureau de vote ne comprend pas ça. Que le témoin qui demande ça est dans ses droits. Que donc notre loi est bonne, mais au niveau de l'application, nous devons y regarder de près pour que les élections, la gestion pratique des élections depuis le bureau de vote soit entre les mains, en tout cas, de personnes capables d'assumer cette fonction-là. Vraiment, Cathy, tu as aussi une question par rapport à la politique. Oui, Rite, il y a plus en plus des citoyens qui fustigent le mode de désignation de sénateurs et de gouverneurs de province. Honorable Bâtonnier, êtes-vous de l'avis de ceux qui pensent qu'ils devraient être élus au suffrage universel direct? Suffrage universel, direct ou indirect, c'est toujours suffrage. C'est toujours mode de désignation par le peuple qui est le souverain primaire, n'est-ce pas? Alors, que l'on soit élu comme sénateur, si vous voulez, au second degré, ou que l'on soit élu comme député directement par le souverain primaire, c'est un mode de désignation. C'est un mode de désignation. Ça différencie en quoi les députés et les sénateurs? Je ne vois pas. Je crois que le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Si les gouverneurs de province aujourd'hui sont décriés par les assemblées provinciales, ce n'est pas à cause du mode d'élection qui est celui des gouverneurs de province. Les gouverneurs de province ne sont pas élus par la population directement, ils sont élus par les députés provinciaux. Leur problème, leur misère ne vient pas du fait qu'ils ont été élus par les députés provinciaux plutôt que par la population. Merci, honorable. Nous poursuivons notre entretien, nous tendons vers la fin. Nous voulons parler de la culture parce que vous êtes aussi un homme de culture et j'accorde la parole à Patrick pour ouvrir cette série de questions. Justement, alors, honorable Bâtonnier, l'ascension vers la sommité requiert un bagage culturel. Alors, quelle perception avez-vous de la lecture en RDC
en vous basant notamment sur un échantillon prélevé, par exemple, dans la ville de Kinshasa où l'ambiance bat son plein. Mais vous savez, il faut mettre la culture au-dessus de tout, hein, à mon sens. Hein. La culture, c'est mieux que le diplôme. Vraiment. Si je dois m'exprimer ainsi. Mieux que le diplôme. Parce que celui qui est cultivé, lorsqu'on dit qu'il est cultivé, c'est un champ plus vaste que le diplômé. Le diplômé, c'est une fenêtre dans le domaine du savoir, savoir juridique, savoir économique, savoir scientifique et tout ce que vous voulez. On l'a formé. Si c'est un menuisier, bon. Si c'est un scientifique, astrologie ou je ne sais quelle science. Mais la culture, c'est plus vaste que ça. Et donc, c'est plus important. Et donc, c'est mieux. Tout homme doit pouvoir se cultiver. Et ceux qui ont des diplômes doivent compléter leur savoir obtenu sur les bancs de l'université par la culture. Alors en ce moment-là, on est complet. Et la culture s'acquiert par la lecture, par la télévision, pas en suivant la rumba, mais il y a des émissions scientifiques, politiques et tout ce que vous voulez, culturelles, artistiques, qu'il faut savoir suivre pour se former au jour le jour. Donc, un problème capital, vous avez pris l'échantillon de Kinshasa, un problème capital pour notre pays, c'est justement la culture. Les gens doivent savoir se cultiver en lisant. J'ai apporté avec moi ici un livre que je venais d'acheter au mois de novembre en Belgique. Hein? Luc Ferry, Kant. Kant, c'est un grand philosophe, n'est-ce pas, qui a apporté la révolution en philosophie parce que on le considère comme une révolution. Donc, il tourne le dos à la philosophie telle qu'elle était jusque-là, depuis avant Jésus-Christ, et la philosophie moderne en posant une autre manière de vivre la philosophie. Et il a fait la critique, il a écrit sur la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, la critique du jugement. C'est difficile à les comprendre, mais tout homme doit pouvoir lire et s'instruire. Personnellement, sans faire, si vous voulez, la propagande d'un journal que je lis chaque semaine. Hein. Il n'est pas du pays, donc je peux en parler. Moi, je lis chaque semaine ces journaux-là. Hein? C'est le canard enchaîné. Le canard enchaîné. C'est un journal qui n'accepte pas la publicité. Parce que si vous acceptez la publicité, vous risquez de vous faire acheter par ceux qui publient, qui font leur publicité dans votre journal et qui vont donc vous influencer. Ça, c'est le dernier numéro du Canard, donc du 12 janvier. Et il y a eu les hold-up
hein, dont les journalistes ont parlé ici, Oui. de RFI. Là-dedans, lui, il dit, mais les journalistes, vous êtes tous de RFI et vous combattez. Parce qu'il y a un journaliste qui a critiqué le travail de ses confrères. Vraiment. Ils sont tous de RFI. Oui. Mais voilà. Alors là-dedans, je veux découvrir un mot que je ne connaissais pas, que peut-être vous connaissez, vous autres, c'est cadoté. Cadoté. Cadeau, hein? Donc il y a, mais vous êtes tous, ils sont tous les uns et les autres cadotés. Vraiment. Donc ils travaillent moyennant des cadeaux. Ça, c'est un verbe qui est quinois, Très que je bien. ne connaissais pas. Vraiment, très bien honorable. Puisque vous parlez des lecteurs, Oui. on ne peut pas parler des lecteurs sans auteur. Oui. Vous êtes vous-même auteur des livres. Pensez-vous qu'il est possible à l'auteur congolais de vivre du produit de son œuvre, de l'esprit, au regard de la gestion du service de la propriété intellectuelle dans notre pays? Non, c'est difficile. C'est difficile. Non, c'est difficile parce que les gens ne lisent pas. Donc, ils n'achètent pas. C'est très peu qui achètent des livres. Hein. Nous venons la semaine passée. Oui, la semaine passée, oui. Ou lundi passé. C'était lundi, si je ne m'abuse. Le vernissage d'un livre, professeur d'université. Non, non, c'est difficile de vivre de ça. C'est d'abord difficile, économiquement parlant, de produire. Vraiment. Parce que ça demande des recherches. Les recherches demandent le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Vraiment. Si on n'en a pas, on ne peut pas publier. Vraiment. Et quand vous avez publié, vous ne saurez pas vendre à des gens qui, qui passent leur temps ailleurs hein, que dans les bibliothèques et tout ça, qui n'achètent donc pas des livres. Qui n'achètent donc pas des livres. C'est difficile Ah oui. de vivre des écrits ici. Je ne vois pas, je ne vois. Moi, j'ai publié, mais c'est vraiment à fond perdu. Honorable Tarsis, nous cheminons vers la fin de cette émission. Que pensez-vous de l'émission Plateau spécial au personnage? Plateau spécial au personnage. Celui-ci. Oui. Nous voulons avoir votre appréciation. Hein? Mais c'est votre soif de produire pour présenter, parce que à cette émission, l'ambition c'est de faire découvrir, c'est de faire découvrir, et que donc par exemple, au cours de cette émission, si vous êtes suivi, bon, les avocats comprendront ce que je dis. Pourquoi pas les magistrats, pourquoi pas tout le monde. Et que donc, le souci qui est de vôtre, de promouvoir les idées, et les idées appartiennent aux hommes. Et ceux que vous appelez ici ont des idées et que ces idées-là sont diffusées, ce souci-là est à applaudir, il est à encourager, n'est-ce pas? Ma pensée est que, mon vœu est que cette émission progresse. Vraiment. Cette émission progresse pour le bienfait des idées. N'est-ce pas? Vraiment. Ok. Nous ne pouvons terminer cet entretien sans que nous ne puissions vous poser quelques questions sur la genèse du barreau. Quels sont vos nombres d'années au barreau? J'ai été admis le 16 février 1971. Vraiment. Donc ça vous êtes vraiment expérimenté. Je suis dans la 51e, 52e année du barreau. Félicitations. Sans interruption. Hein. Vraiment. Hein, quand j'allais au gouvernement, je gérais toujours mon cabinet. Je ne portais pas la toge parce que la loi l'interdit. Mais je gérais mon cabinet et donc mon âge est celui-là. Vraiment. J'ai prêté seulement le même jour
avec un confrère malheureusement décédé l'année passée, Mukendo Mulumba. Nous avons prêté serment à deux et on nous appelait des jumeaux, tous les deux. Et lui est parti au début du Covid. Et par le Covid. Donc on peut dire que vous avez participé dès la genèse du barreau en République démocratique du Congo. La jeunesse, pas tellement, parce que le barreau a existé sous la colonie. Oui. Il y avait barreau ici. Le premier barreau a fonctionné à Lubumbashi, Elisabethville, et puis à Léopoldville, qui étaient les pôles économiques, mais c'était des avocats belges. Il n'y avait pas de Congolais, et pour cause, parce qu'il n'y avait pas de diplômés congolais. Donc vous faites partie de la première promotion des avocats congolais dans le barreau? Non, 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 non. À l'indépendance, en 60, en 60, il n'y avait pas de Congolais non plus. Mais à partir de 61, 62, on a eu les premiers Congolais. Maître Mbungu, qui vient de mourir. Maître Kamanda, qui vient de mourir. Ce sont les premières promotions, 62, 63, 64. Maître Nimi, Mayirikangimbi, qui venait 2 ans avant moi à l'université et qui vit encore. Voilà les gens de la première promotion que je connaisse. Maître Matunga, mort. Il était bâtonnier, le bâtonnier Matunga du barreau de Kinshasa. Voilà donc les tout premiers. Ils n'étaient pas nombreux. Quand j'entre au barreau, j'ai fait mon stage entre les mains des Belges, maître Robert Selipin, c'est maître Barbier qui était le conseiller juridique du gouverneur, du dernier gouverneur général du Congo belge, du Rwanda Rundi. Il y avait à peine 200 avocats. Vraiment, cette historique, pour elle est tout importante. Le pays, hein? 200 aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 20 000. Vraiment. Voilà. Il y a une question, il y a eu des innovations dans le monde des droits, mais depuis l'adhésion de la RDC à l'OADA, la cassation est dévolue à la compétence de la CCJA pour les matières auxquelles il est statué en vertu du traité de Port-Louis ou des actes uniformes. Comment jugez-vous cette option au regard de la distance entre la RDC et Abidjan où est établie cette cour? Madame, l'OADA. C'est, comme vous venez de le dire, la Cour de cassation en matière, disons, surtout en matière civile, hein, matière commerciale et tout. Oui. Vous savez, pour un Congolais, de quelque coin que ce soit, quelques provinces, vous prenez le Katanga, vous prenez le Deux-Kivu, 2000 km, pour venir à la Cour suprême à Kinshasa, c'est pas facile. Hein? Vraiment. Alors, maintenant, depuis l'OADA, avec la CCJA, Cour commune d'arbitrage et de justice, justice et arbitrage, il faut aller à Abidjan. Vraiment. Moi, j'ai eu à dire que c'est comme si, bon, on vous demandait d'aller à la Lune. Quel est le Congolais moyen qui a les possibilités d'aller former son recours à Abidjan? Quand, déjà pour venir à Kinshasa, il a des problèmes. Bon, mais voilà, notre pays a adhéré au traité de l'OADA dans des conditions que je ne peux pas évoquer ici, mais que j'ai combattu. Parce que moi, je me suis dit non, 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 non. Donnons à nos juges les mêmes conditions que les juges de CCJA.
ils rendront de très bonnes décisions et ils seront dans une certaine indépendance. Bon, on n'a jamais obtenu ça. Et la pression d'un certain pays sur le nôtre a fait que notre pays a dû adhérer à l'OHADA pour donner un poids à cette organisation-là. Vous savez, la population de notre pays équivaut à celle de 6-7 pays de l'OHADA. Alors vous voyez ce que nous représentons hein, en termes de poids. Et c'est comme ça que notre pays a adhéré. Bon, bref, on n'y revient plus. C'est une loi, le Congo a adhéré. Mais la réalité est celle-là aussi. Il faut que le Congolais se paye un avocat pour aller déposer sa procédure et la défendre à Abidjan. Ah, il faut en avoir les moyens. Votre avocat doit se déplacer, c'est par avion. C'est d'ailleurs comme si un client donc, prenait un avocat à Lubumbashi pour venir ici ou à Goma, il doit prendre l'avion. Ça fait des frais. Vraiment. Alors, si c'est pour aller à Abidjan, ça augmente les frais pour les justiciables. Mais bon, bref. Merci beaucoup. Il faut faire avec. Tarcisse Matadiwamba, Kamba Muntu. Vraiment, c'en est fini pour cette émission Plateau spécial au personnage. Nous avons eu l'honneur de recevoir le bâtonnier national Tarcisse Matadiwamba, Kamba Muntu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous le retrouvez également dans d'autres chaînes partenaires ici en République démocratique du Congo ou à l'étranger. C'est une œuvre particulière de Maître Maloua Billy Cléophas. Merci de votre fidélité à FM Télévision.